moi je ne suis pas chercheur, je suis directeur d'un centre technologique et je travaille depuis 20 et quelques années sur ces sujets de transition. Et j'ai eu le plaisir avec Philippe Biwix d'écrire un livre qui s'appelle Le futur pour les métaux, qui traitait un peu de ces sujets-là. Ce dont je vais vous parler ce matin, c'est 3 sujets, comme l'ont demandé les organisateurs. Le premier, c'est les enjeux environnementaux et sociétaux. Je vais reprendre le recyclage et quand même montrer qu'il y a quelques limites. On peut dire on va recycler, mais c'est quand même pas aussi simple que ça. Et puis on parlera un petit peu d'économie circulaire parce que je pense très profondément qu'il faut changer de regard et que cette vision que nous a montré Olivier avec des accélérations, des courbes qui s'accélèrent, je pense qu'il a dit lui-même implicitement, c'est quand même pas tenable et à un moment donné il va falloir changer de regard. Ça, c'est quelque chose qu'on avait mis avec Philippe dans le livre il y a une dizaine d'années et qui a été très bien traduit par Olivier. Effectivement, on a une espèce de cercle vicieux entre ressources minérales et énergie. On a des minerais de moins en moins concentrés, on a des extractions de matières premières qui demandent de plus en plus d'énergie. On a de l'énergie qui, quoi qu'on en veuille, n'est pas toujours aussi accessible. Et puis on a la production énergie qui requiert toujours plus de matières premières. Je crois que ça a été très très bien illustré par ce qui vous a été présenté. Alors après, les enjeux géopolitiques et sociétaux. 3 points, on pourrait en prendre plusieurs, et ça m'amuse de voir qu'effectivement il y a des attaques en Australie contre des sociétés qui font du charbon. Il faut savoir que la ville de New York a attaqué les pétroliers américains en disant « Oh là là, mais on est envahi par l'eau régulièrement, c'est votre faute parce que vous n'êtes pas à cause du changement climatique. » Donc vous voyez que ça arrive aussi aux États-Unis. Alors ils n'ont pas encore eu gain de cause, mais maintenant ils vont attaquer pour moi l'État fédéral. Donc oui, effectivement, l'aspect dépendance de la France, la guerre des ressources naturelles et la spéculation sur les matières premières. Là, c'est une carte que j'ai trouvée est intéressante, ça montre les ressources naturelles de la France telles qu'elles ont existé, parce que si on regarde bien, je vais monter là, on le verra, si on regarde bien, vous voyez qu'il y a du fer, mais il n'y en a plus, c'est les mines de Lorraine. Vous avez, moi je viens, là il y a le GNP là-bas, c'est le gaz et le pétrole, c'est le bassin de Lac, ça n'existe plus non plus. Vous avez aussi toutes les mines de charbon qui ont été arrêtées. Si on regarde bien, il n'y a pas grand-chose en France. Et quand vous regardez la carte du BRGM de l'activité minière en France, c'était 15 avril 2017. Alors attends, il faut que je clique là-dessus. Voilà. On voit quoi? On voit qu'on a des mines de sel, ça, on a des mines de sel un peu partout. On a un petit peu de bauxite, donc pour faire de l'aluminium. On a un petit gisement d'étain tantal niobium. Et puis voilà. C'est tout. Il faut retenir une chose, et vous le savez probablement, en France, on n'a pas de minerais de manière significative. On n'a pas, alors, j'ai vu sur une carte de la Commission européenne qu'on a du hafnium, mais ça tu sais peut-être, moi je n'avais jamais repéré, il y a du hafnium, mais c'est un métal quand même très particulier. Et quand on regarde bien ce qui se passe, alors je vais aller la carte des principaux pays producteurs du minerai rare, ça c'était publié par la Commission européenne en septembre 2017. Ben, on voit que la France, il y a du hafnium, oui, le reste de l'Europe, il n'y a rien. Et puis on voit qu'il y a un enjeu géopolitique, et qu'à regarder. Deng Xiaoping l'avait dit, eux ils ont le pétrole, nous on a les métaux, et c'est vrai, les Chinois ont tous les métaux, enfin une bonne partie des métaux. Bon, on voit l'Afrique du Sud, on voit le Brésil qui ont... Les Américains en ont un petit peu, mais pas tant que ça, ils ont quelques métaux sur lesquels ils ont des ressources, mais ils n'en ont pas tant que ça. Et effectivement, le grand enjeu que l'on voit apparaître là, c'est un enjeu géopolitique. On a bien vu, si on fait un petit peu d'histoire, si les Anglais, les Américains, les Français avaient envahi, s'étaient installés dans un certain nombre de pays et avaient colonisé un certain nombre de pays, c'est pour avoir des ressources, notamment pétrolières. Tout le Moyen-Orient a été colonisé pour avoir des ressources pétrolières. Et aujourd'hui, on est dépendant de ces pays-là. Du moins, du point de vue des métaux, on a exactement la même situation qui est en train d'apparaître. Alors, qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, 10-15 ans.
on a vu apparaître les Chinois le jour où ils ont eu la main mise sur les terres rares et ils ont commencé à jouer de manière politique. Alors, je crois que j'ai mis, voilà. Alors, je vais vous raconter une petite histoire très très schématique, mais qui est quand même très intéressante. Mountain Pass, c'est une unité, une mine américaine qui produisait des terres rares. Mountain Pass, vous voyez, donc c'est entre Los Angeles, pas très loin de Las Vegas. Et c'est une mine qui, pendant des années a produit des terres rares. Sauf que Molycorp avait quand même des problèmes en produisant parce que c'est quand même très polluant et qu'aux États-Unis, il y avait une sensibilité importante sur la pollution. Puis en même temps, il y avait les Chinois qui, eux, ont à peu près 40% des réserves de terres rares. Retenez ce chiffre. Aujourd'hui, ils produisent 95%. Probablement un peu moins parce que il y a des productions qui sont mises, mais il y a quelques années, c'est 95% de la production et de l'exportation. Ils n'ont que 40% des réserves. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que, pour des raisons tout à fait normales de l'environnement, on a dit cette usine, elle va avoir du mal à fonctionner. Elle va avoir du mal à fonctionner parce qu'elle pollue trop. Et puis l'autre aspect, c'est les problèmes de prix. C'était des ouvriers américains qui travaillaient versus en Chine des ouvriers chinois qui travaillaient à des prix nettement plus faibles. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette usine, petit à petit, a arrêté son activité. Tout a été délocalisé en Chine, en Mongolie inférieure. Il y a un lieu extraordinaire où ils produisent toutes les terres rares, ou à peu près toutes les terres rares de la planète. Et puis elle s'est arrêtée jusqu'au moment où, il y a une dizaine d'années, les Chinois ont dit voilà, maintenant on a 95% de la production, on va commencer à contrôler les exportations. Ou plus exactement, si vous voulez produire et utiliser des terres rares, venez le faire chez nous. Donc les aimants permanents sont produits en Chine maintenant, plus aux États-Unis. Et alors cette usine, quand la situation s'est dégradée, et on a eu Barack Obama qui est monté au créneau aux Nations Unies et devant l'OMC en disant c'est un scandale, les Chinois ne produisent pas ce dont on a besoin pour l'activité, ils font une restriction au commerce. Cette usine a redémarré. Elle a redémarré tout doucement, 2010-2011. Et puis en 2015, Molycorp n'a pas pu tenir économiquement après avoir perdu beaucoup d'argent. Molycorp a déposé le bilan et un consortium s'est constitué pour reprendre l'entreprise à base de Chinois. C'est des Chinois avec des banquiers américains, avec ceux à qui Molycorp donnait beaucoup d'argent, qui se sont pris et qui ont redémarré. Donc ça, c'est juste, j'ai pris cet exemple parce que c'est vraiment une illustration de ce qui est en train de se passer. C'est qu'il y a eu la guerre du pétrole, maintenant il y a la guerre des métaux rares, comme a été publié un livre en ce sens-là, qui est vraiment extrêmement important. Alors, deuxième point au niveau géopolitique, c'est que sur les 60 dernières années, au moins 40% de tous les conflits interétatiques sont potentiellement associés aux ressources naturelles. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le programme des Nations Unies en 2019. Et on est clair qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays, et je vais prendre cet exemple qui est assez marquant, il y a un certain nombre de pays dans lesquels, effectivement, la guerre est entretenue, ou la guerre civile est entretenue par les ressources naturelles. Vous avez probablement tous entendu parler du Kivu. Le Kivu, ça se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Et effectivement, le Kivu, il est juste à côté de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Et donc ça fait maintenant plus de 20 ans que c'est la guerre civile, parce qu'effectivement, au moment des problèmes du Rwanda, il y a un certain nombre de Rwandais qui sont venus se réfugier au Kivu, donc ça a été la guerre. Et depuis un certain nombre d'années, le Kivu est un endroit où il y a des ressources extrêmement importantes de coltan. Le coltan, c'est un alliage de niobium et de tantal, et qui sert à produire le tantal, et c'est un des métaux qui est utilisé de plus en plus dans nos téléphones portables, entre autres.
Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est assez étonnant de voir que l'Ouganda, le Rwanda et à moindre mesure le Burundi sont producteurs de tantale et apparaissent, et quand vous regardez la courbe, je crois qu'elle est là, mais quand on regarde la courbe là-dessus, on voit que le Rwanda est producteur de tantale. Alors la République démocratique du Congo est producteur de cobalt. Or, les géologues ne sont pas tout à fait convaincus qu'il y ait du tantale au Rwanda. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milices armées rwandaises, ougandaises, Burundi, qui rentrent dans le pays, qui récupèrent du tantale. Le tantale, c'est une exploitation relativement simple, assez basique. C'est pas des gros volumes comme l'a montré, parce qu'effectivement c'est des petits volumes, donc c'est pas des grosses mines. Et donc aujourd'hui, il y a une guerre civile qui est entretenue et qui a donné lieu à des articles. C'était Hervé Kempf qui avait fait un article en 2007 dans Le Monde en disant du sang dans les téléphones portables, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui une guerre civile qui est entretenue dans le Kivu. Et il n'y a pas que le tantale, il y a aussi les thym qui posent des problèmes. Donc le troisième point sur les aspects géopolitiques, c'est la spéculation sur les métaux. Alors Olivier nous a montré les courbes avec, quand on regarde sur le long terme, des stabilités des prix relativement stables. C'est vrai sur le long terme, quand on regarde sur le court terme, c'est quand même peut-être un peu moins vrai. Alors j'ai pris ça 23 février 2019, le palladium est devenu plus cher que l'or. Le palladium est devenu plus cher que l'or. Mais quand vous regardez le prix du cuivre, alors vous allez me dire, oui, oh, bah, ça a l'air assez stable. Sauf que si vous regardez bien les chiffres, vous voyez que vous passez en dessous, vous passez de 3 000 à 10 000. Hein, donc vous avez un ratio de 1 à 3. Et ça, c'est à la fois un effet de raréfaction peut-être, mais c'est aussi le fait que les matières premières sont devenues des sources de spéculation. On va parler de la finance. Vous savez qu'il y a effectivement la finance aujourd'hui, où les flux financiers représentent des sommes énormes qui n'ont plus rien à voir avec la réalité physique des marchés. L'ordre de grandeur, c'est que la réalité physique, c'est à peu près 3% des flux financiers, et que les 97%, c'est de la spéculation, de tout un tas d'outils financiers extrêmement complexes qui permettent de spéculer, et de spéculer à très très grande vitesse. Et alors vous voyez sur ce cas-là que effectivement il y a eu des augmentations et des descentes extrêmement brutales, c'est remonté, c'est redescendu. Bon, depuis quelques temps c'est un peu plus stable, mais c'est vrai pour le cuivre, c'est vrai pour le fer. Le fer, on est passé de 50 à 200, ou de 60 à 200, vous voyez, ça saute de manière extrêmement importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le prix du zinc, c'est la même chose. Si on regarde le prix du zinc, on passe de 1000 à 4500, donc presque un facteur 5, un facteur 5 entre le maximum et le minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les matières premières ne sont plus du tout gouvernées par les besoins, la demande, mais sont gouvernées par la spéculation financière à un certain moment. Et effectivement, alors malheureusement, la spéculation financière s'est intéressée non seulement aux métaux, mais s'est intéressée aux matières premières agricoles. Et vous l'avez vu à un certain moment, on a vu les prix des matières premières agricoles. C'est très bien pour les agriculteurs. Le prix des matières premières agricoles augmentait de manière très importante, et très bien pour les agriculteurs européens, mais ce n'était pas terrible pour les gens qui avaient besoin de se nourrir avec ça. Alors vous comprenez aussi que l'industrie, c'est peut-être pas facile de faire de l'industrie métallurgique aujourd'hui, avec des prix qui fluctuent de manière aussi importante. Alors les enjeux environnementaux. 3 grands sujets, la stérilisation, j'appelle vraiment ça la stérilisation de très grands espaces, le drainage mini-acide, et puis les stockages de boue et stériles. Je vais vous montrer quelques images. Olivier vous en a montré une qui est pas mal. Celle-là, elle fait 4 km sur 4 km de 1 km de profondeur. Ça doit être la plus grande mine au monde, c'est aux États-Unis. Donc 4 km sur 4 km, un trou de 4 km sur 4 km, et que vous imaginez la quantité de rochers qu'on a sortis de là, et que vous imaginez que si on est extrait du cuivre, eh ben on est extrait 1%
on est à moins de 1% de cuivre. Mais si on extrait de l'or, c'est 10 grammes par tonne, quand ça va bien, ou 5 grammes par tonne dans les mines. Donc vous pouvez dire que tout le rocher qui est sorti là, il a fallu le mettre quelque part. Donc ça représente des... Et j'ai entendu tout à l'heure, tu as dit, à peu près 30 fois, si on voulait produire le cuivre dont on a besoin, il faudrait 30 mines de ce type-là à créer. Donc vous voyez quand même quelques jolis trous à faire dans la terre. Et qui stérilisent quand même pas mal d'espace autour. Alors un petit point sur le drainage mini-acide. Le drainage mini-acide, c'est... En fait, il se trouve que beaucoup de minerais, beaucoup de métaux sont non pas oxydés, mais très souvent sulfurés. Et notamment, les ferreux sont plutôt oxydés, mais les non ferreux sont souvent le zinc, le cuivre, des choses comme ça, sont souvent sulfurés. Ça veut dire qu'on va extraire non pas un oxyde, mais un sulfure. Et quand on va le travailler, d'abord on va avoir de la roche stérile, et ensuite on va avoir des stériles, on va avoir tout un tas de produits qu'on va avoir broyés très finement, dans lequel on aura laissé les sulfures. Alors je vais vous donner un exemple pour vous donner des chiffres. Il se trouve que j'ai travaillé pas très loin d'ici à Salsigne. Ça vous dit quelque chose, à côté de Carcassonne. Salsigne, c'était un oxyde, c'était un sulfure de fer avec de l'arsenic, 10% d'arsenic, et dans lequel on trouvait de l'or. À la fin, on en trouvait 4-5 grammes d'or à la tonne. Vous voyez, donc on va sortir des tonnes et des tonnes de sulfure de fer. On va les mettre sur un tas. On les aura broyés extrêmement finement pour pouvoir récupérer les métaux, pour pouvoir aller attaquer chimiquement et récupérer l'or dans le cas présent, ou attaquer chimiquement et récupérer le cuivre. Et puis on va se retrouver avec un tas de déchets miniers sulfurés. On va mettre de l'air et de l'eau, parce que la vie est comme ça, il y a de l'air et de l'eau qui tombent, sauf si on fait un sarcophage, mais c'est compliqué. Et puis l'eau va passer là-dedans, ça va s'oxyder, et qu'est-ce qu'on a? On a de l'acide sulfurique. Alors en plus, l'acide sulfurique, ça va permettre de diluer certains métaux qui font des jolis colorants, et donc vous avez des rivières qui font ces couleurs-là. Alors il y en a un certain nombre comme ça. Et le drainage mini-acide, c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui. Une mine moderne sait gérer ce genre de choses, mais le problème c'est qu'on a quand même un certain nombre de mines anciennes. J'en ai pris une là, parce que c'est une des mines anciennes. Ça c'est une mine Seminole qui a été fermée en 1971. Bon, il y a quand même quelques couleurs, il se passe un certain nombre de choses, et le drainage mini-acide, ça existe. Sans compter que souvent, alors celle-là, je ne sais plus ce que c'est, c'est une mine de zinc et de cuivre, mais sans compter que certains nombres ont de l'arsenic. Donc effectivement, le drainage mini-acide, c'est quand même un énorme problème qui est connu des gens qui font de la mine, mais qui est quand même difficile, relativement difficile à gérer. Alors là aussi, vous voyez qu'on trimballe beaucoup de terre, beaucoup de boue, beaucoup d'eau quand on fait de la mine. Et il peut arriver que de temps en temps, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici c'est, vous voyez, une digue qui avait été faite pour récupérer des quantités de boue et d'eau. Et puis la digue s'est ouverte. Et il y a 3 millions de tonnes de boue, 4 millions de tonnes d'eau acide qui sont parties dans le Rio et qui sont parties jusqu'à la mer, et dans lequel il y avait du zinc, du plomb, du cuivre et de la pyrite. Ça a été une des grosses, alors il n'y en a pas tous les jours ce genre de choses, mais ça a été une des grosses pollutions, c'est en Andalousie, une des grosses pollutions locales liées aux métaux. Et puis très récemment, et ça m'a frappé parce que je connais bien le site de Salsigne, très récemment, quand il y a eu les grandes inondations dans l'Aude, je crois que tout le monde a eu très peur, parce qu'effectivement ces grandes inondations ont posé des problèmes aux stériles de mine. Et il y a des collines entières de stériles de mine contenant du fer, du soufre, de l'arsenic et tout un tas de produits, et essentiellement de l'arsenic, et se sont posé la question:
heureusement, les digues ont tenu et ils ont pu les réparer à temps, mais ça, on se crée aussi, et c'est un petit peu comme, alors bon, je ne vais pas aller aussi loin que les déchets radioactifs, mais on se crée en faisant de la mine un certain nombre de tas de métaux, un tas de produits qu'on va garder pendant des années et des années et qu'il va falloir gérer. Donc effectivement, l'idée, on a parlé, l'idée, ce serait peut-être d'aller un peu plus vers une économie un tout petit peu plus circulaire. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est prélever, transformer. Alors dans ce mouvement de prélever et transformer, vous avez notamment le fait de prélever dans la roche et de récupérer un petit peu de métal et de laisser 99%, voire 99,9% de la roche sans rien. Hein, donc, et ça sera d'autant plus vrai que les minerais sont de plus en plus pauvres et qu'on ira chercher vraiment les toutes petites quantités. On va transformer, on va utiliser, puis on va jeter. Et aujourd'hui, c'était une étude qui a été faite par le Rocky Mountain Institute, c'est 1% des matériaux et de l'énergie mobilisés chaque année se retrouvent effectivement dans des produits encore en usage un an après leur date d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'abord, on a consommé beaucoup d'énergie et de matière pour produire l'objet, et puis qu'il a peut-être pas toujours des durées de vie extrêmement importantes. Alors, on va parler d'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, il y a 3 aires. Alors, comme vous êtes des gens avertis, vous allez me dire quelles sont les 3 aires de l'économie circulaire. Alors, recyclage, réduction et réparation ou réutilisation. Alors, quand on fait ça, et je fais ça souvent avec des jeunes, la première réaction en disant économie circulaire, c'est le recyclage. Et on va aller voir un peu ce qui se passe sur le recyclage. Mais il ne faut quand même pas oublier que l'économie circulaire, c'est d'abord réduire, ensuite essayer de réutiliser. Et je finirai mon exposé en vous présentant quelques exemples sur le réduire et réutiliser. Mais là, je vais zoomer sur le recyclage. Hein, donc, réduire, ça va être réduire à la base la quantité de matière et d'énergie. On va aller un peu sur consommation responsable. Ça va être faire durer le plus longtemps possible, réemploi, réutilisation et réparation, donc j'y reviendrai. Et puis valoriser au mieux toutes les matières qui constituent le produit, c'est recycler, et c'est vrai que les métaux, contrairement à d'autres produits comme les plastiques qui ne sont pas si facilement recyclables que ça, les métaux sont quand même relativement facilement recyclables. Alors quelles sont les limites du recyclage? Olivier nous a montré un peu qu'effectivement on pouvait espérer pas mal de choses sur le recyclage, et c'est vrai. Alors on a vu que le cuivre est aujourd'hui pas trop mal recyclé, de 30%. Tous les petits métaux technologiques, quand on regarde les chiffres de la Commission européenne, c'est quand même pas terrible aujourd'hui. Hein. On est largement moins en dessous de 10% pour la plupart de tous ces métaux. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Les limites du recyclage, c'est d'abord la croissance exponentielle de la demande, les lois de la thermodynamique, la complexité technologique, les usages dispersifs, les limites économiques et les limites sociétales. Même chose que ce qu'a montré Olivier, on a une accélération, plus 6% d'augmentation de consommation en fer par an, avec une durée de vie, alors tu as dit 40 ans pour le fer, bon, pour le cuivre c'est 20 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, et les calculs mathématiques le montrent simplement, c'est que tant qu'on aura des accélérations aussi importantes de la consommation, recycler, mettre en place du recyclage, ça ne va être que décaler le problème. L'enjeu, ça va être quand même d'arriver à réduire la demande. Olivier nous a montré qu'on pouvait espérer une réduction de la demande. Si tous les pays veulent avoir le même niveau de vie que nous, pour le faire, bon, la réduction de la demande, elle va se faire parce que la Chine s'est construite, et on va y arriver assez facilement. L'aluminium, les grands métaux, pour les petits métaux, ça va être plus compliqué parce qu'ils vont vouloir avoir le même niveau de vie. Et donc aujourd'hui, on a fait l'étude dans le cadre de Quel futur pour les métaux. En gros, des petits métaux, des métaux un peu plus
sophistiquée technologique, les pays en développement en consomment 5 à 10 fois moins que nous. Donc si on multiplie par 5 à 10 fois à 10 leur consommation à eux, ça va devenir compliqué. Donc le recyclage, oui, mais il va falloir aussi réduire notre demande. Alors le recyclage, oui, vous avez un exemple ici, la logique de fluid stock. Vous avez ici l'aluminium à partir de minerais, qui donne l'aluminium minerai. Alors ça, c'est des données 2004. L'aluminium recyclé, on voit donc qu'on arrive à ressortir 15 millions de tonnes par an sur les 20 millions de tonnes disponibles, parce qu'effectivement, entre les 45 millions de tonnes qu'on a produits et celui qu'on est en train de ressortir du système, il y en a quand même beaucoup qui restent. Alors un jour il ressortira, mais quand il est installé dans les fenêtres, elles ne vont pas les sortir tout de suite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a des flux d'aluminium qui rentrent pour la construction, le transport, et puis il y en a une partie qui ressort, on arrive à en recycler un petit peu, et on a de la perte. Et ça, c'est malheureusement la perte, on en aura toujours, et on ne pourra jamais faire du rendement à 100%. Donc 75% de rendement de recyclage, ça paraît raisonnable. Bon, je vais passer ça. Oui, si, cet exemple était intéressant pour montrer qu'effectivement, il y a des enjeux dans le recyclage, c'est d'aller récupérer le produit. Là, c'est un exemple sur un exemple d'aviation, donc d'aluminium, où on a une complexité technologique telle que on prend 230 kg d'aluminium pour obtenir une pièce de 10 kg. Donc on a taillé dans tous les sens. Vous êtes dans le haut lieu de l'aéronautique, et donc on sait que dans l'aéronautique on fait des produits très sophistiqués qui font beaucoup de copeaux. Ce qui se passe pour aller récupérer, il faut aller récupérer les métaux dans l'usine même, ça c'est facile. Il faut aller récupérer les métaux sur le site, chez les partenaires industriels, et puis il faut aller récupérer les métaux dans les avions à fin de vie, et là ça devient plus compliqué. Et vous savez peut-être qu'à Tarbes, il y a une usine de déconstruction qui permet de récupérer les métaux. Avec la complexité, c'est qu'effectivement, pour un objet particulier, il y a une composition d'aluminium particulière. Et donc il faut être capable de bien séparer les métaux. Alors je vais vous prendre un exemple qui illustre bien le fait que malheureusement, dans beaucoup de cas, quand on recycle, on a une dégradation de l'usage. C'est un cas relativement simple, c'est les voitures. Les voitures aujourd'hui, pour faire des voitures, on a des formes, des superbes formes, et pour faire ces superbes formes de voitures aérodynamiques, il faut des aciers dits à emboutissage profond. Les aciers à emboutissage profond, il vaut mieux pas mettre trop de cuivre, parce que sinon le métal ne s'emboutit pas, n'arrive pas à se déformer correctement. Alors si vous regardez une voiture aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une voiture? Quand vous avez enlevé l'essence, quand vous avez enlevé tous les fluides, c'est du métal, mais c'est du métal, c'est d'acier, c'est du plastique, donc ça on arrive peut-être à le démonter, mais surtout vous avez de plus en plus un peu partout des petits moteurs qui vous montent les vitres, qui vous descendent les vitres, qui vous font tourner. Donc vous avez plein de petites motorisations partout, et les petites motorisations elles contiennent du cuivre. Et la méthode aujourd'hui de recyclage d'une voiture, ce n'est pas de tout démonter pièce par pièce, c'est d'enlever l'huile, les fluides, et puis enlever les pièces les plus importantes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture et on écrase tout. Donc aujourd'hui, une voiture va aller dans une acierie électrique et elle va servir à faire de l'acier de base, on va dire simplement du rond à béton. Mais si on veut reprendre l'acier et le retravailler pour en faire quelque chose de plus sophistiqué, il va falloir épurer de tout le cuivre qu'on a mis dedans. Donc ça veut dire que ça vous montre que le recyclage et la récupération, la complexité technologique que l'on a et les alliages de plus en plus complexes que l'on a, ça génère une difficulté de recyclage et que très souvent, on a une dégradation de l'usage de la matière.
Donc se dire on va recycler du cuivre, alors le cuivre c'est peut-être un mauvais exemple parce que le cuivre est utilisé pas si souvent que ça en éléments d'alliage, mais les ferreux, les aluminiums, les titanes et autres sont toujours des éléments d'alliage, les bases nickel et autres, c'est toujours des éléments d'alliage très complexes. Alors il y a la notion aussi d'usage dispersif. Et là je vous ai donné l'utilisation du cobalt. Vous voyez que le cobalt il est utilisé pour des alliages, dur et super alliages, pour des carbures métalliques, pour faire des aimants, pour faire des batteries, pour faire des catalyseurs, pour faire des pigments. Quand on fait du pigment, on imagine bien qu'on n'arrivera jamais à récupérer le pigment. Enfin, on va pas, c'est clair que tout ce qui est peinture, tout ce qui est dispersif, donc il y a une partie de l'usage de toute façon du métal qui sera dispersif. Et puis l'autre partie, c'est qu'il va falloir aller récupérer des métaux d'un peu partout pour arriver à le récupérer et valoriser. Juste pour vous montrer qu'effectivement, la récupération, le recyclage, ben, ça demande quand même pas mal d'énergie au niveau organisationnel, au niveau manière de fonctionner et au niveau réflexion sur la complexité technologique des produits. On commence à voir des gens qui réfléchissent à concevoir les produits pour le recyclage. Mais les constructeurs automobiles le font déjà depuis un certain temps, où ils ont conçu les voitures avec des pièces qui peuvent se détacher. Les fabricants de chaises, on verra tout à l'heure, les fabricants de chaises de bureaux et autres, commencent à concevoir leurs chaises pour pouvoir les démonter simplement, récupérer les différentes pièces. Alors l'exemple des terres rares, donc vous avez compris, les terres rares, ça quand même, aujourd'hui, c'est la mainmise des Chinois sur les terres rares. Et il y avait, là aussi c'est intéressant, Rhodia Terres Rares, Rhodia, ex-Rhône-Poulenc, avait une énorme activité de terres rares à La Rochelle. Cette activité s'est progressivement réduite, entre autres parce qu'elle a été transférée en Chine. Et puis au moment où il y a eu vraiment la pression des Chinois qui ont dit ben, on contrôle les exportations et on commence à faire des limitations d'exportation, on a vu cette usine de La Rochelle redémarrer des installations en disant bah oui, on va pouvoir faire du recyclage. 2010, ils ont commencé à recycler de la production interne, parce qu'il y avait quand même toujours une activité de terres rares. 2011, ils ont commencé à aller chercher des déchets industriels un peu partout autour pour traiter leurs déchets industriels. Et en 2012, on a commencé à recycler les produits en fin de vie, notamment les lampes basse consommation qui contenaient des terres rares. Parce qu'effectivement, un des gros problèmes, il est marqué en haut particulièrement les lourdes, parce qu'il y a des terres rares légères et des terres rares lourdes, c'est deux séries dans la même bande de toutes les terres rares. Il y en a qui sont plus lourdes que d'autres. Et il se trouve que les Chinois ont presque un monopole sur les lourdes et que l'usine de Mountain Pass, comme on a vu tout à l'heure, elle sait faire que des légères. Même si elle voudrait ramener des terres rares dans le système, elle ne sait faire que des légères. On a donc pu recycler les produits en fin de vie et on a redémarré l'unité, Rhodia a redémarré l'unité de production arrêtée. Sauf que 2 ans après, chute du prix du baril, chute du prix de toutes les matières premières. À ce moment-là, l'équilibre économique a disparu et l'unité s'est réarrêtée. Bon, c'est des unités chimiques, on les met sous cocon, elles pourront démarrer une fois que le prix des matières premières redémarrera. Mais ça veut dire aussi que pour qu'il y ait du recyclage dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait des incitations financières. Alors ça peut être le marché, mais vous avez vu que le marché est très erratique. Il faudra probablement aussi qu'il y ait des incitations d'État pour que ça puisse avancer. Et puis le dernier point, c'est qu'effectivement aujourd'hui, c'était en 2010, mais je crois qu'aujourd'hui on est à 15 ou 20%, on n'a que 15 à 20% de ces appareils qui retournent dans le recyclage. Donc on a quand même un problème, ça c'est un problème de société, c'est que soit c'est mal organisé, soit on ne fait pas le geste qui va bien, mais enfin en tout cas les unités de fabrication, les unités de recyclage qui se mettent en place
ne sont pas forcément alimentés avec les produits dont ils ont besoin. Donc pour terminer sur cette première partie, j'ai encore une minute, cette première réflexion, et c'est le message que l'on a passé et que j'ai eu l'occasion de passer à plusieurs reprises, notamment à l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, c'est que c'est des métaux, certes on peut regarder les chiffres, certes on peut regarder le passé, faire des courbes, mais le point essentiel c'est qu'il va falloir changer de regard, il va falloir changer de regard sur l'approche du temps. Il y a une raréfaction, alors on nous a dit oui on peut trouver des réserves de plus en plus, mais Olivier nous a montré implicitement, c'est quand même qu'à un moment donné ça va être très compliqué avec les besoins qui augmentent, avec l'énergie qui augmente, donc il faut anticiper une raréfaction annoncée. Il faut changer de regard sur notre approche technologique. Certes, c'est bien d'avoir des appareils de plus en plus complexes, mais s'ils sont trop complexes, si on n'arrive pas à les recycler correctement et si ça utilise trop de matière, technologique, on va avoir des problèmes. Et puis sur l'approche de la croissance, on ne peut pas croître indéfiniment, les limites, le recyclage a un certain nombre de limites. Alors on va revenir pour terminer sur les notions de réduire à la base la quantité de matière et d'énergie. Donc je vais vous montrer quelques exemples, ça ne prétend pas être du tout extensif, mais c'est vous montrer quelques exemples de ce que l'on peut faire. Vous avez ici en rouge ce qu'on appelle les piliers de l'économie circulaire, et les 7 piliers de l'économie circulaire, donc, en grand, et puis en dessous deux autres qui sont quelque part du bon sens, et par lequel je vais commencer, c'est la consommation responsable. Et je vous propose ce petit dessin que j'aime bien. Alors pour ceux qui sont au fond, je vais lire parce qu'il y a marqué « Une seconde, Richard. Avons-nous suffisamment mesuré toutes les implications personnelles, familiales, économiques, géopolitiques et environnementales sous-jacentes à court, moyen et long terme de l'achat de ces 18 merguez en promo ?» Alors j'aime bien parce que ça dit tout en fait. Ça dit tout, on fait tout un tas de gestes, on fait des achats et on ne réfléchit pas toujours, ou souvent on n'a pas les moyens forcément de réfléchir sur comment on peut acheter mieux ou acheter moins. Vous ne saviez peut-être pas qu'effectivement dans vos téléphones portables il y avait probablement une partie du Tantal et que cette partie du Tantal elle venait pour partie, même si les producteurs s'en défendent régulièrement, pour partie, ça vient de la République démocratique du Congo et que ça alimente une guerre civile. Alors heureusement, la demande sociétale est en train de changer. Ce que nous illustrait Olivier, c'est que le monde est en train de changer. On voit alors soit des pays qui se prennent par la main sur leurs ressources, soit des gens, et vous connaissez probablement tous ces deux auteurs, la famille Zéro Déchet, donc ça commence à venir. Et effectivement, il y a une demande qui fait que les consommateurs sont de plus en plus sensibles. Et je pense que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous êtes dans ce cas-là. Et puis les entreprises, elles font aussi pas mal de choses. Là, vous avez le cas de Steelcase, fabricant de sièges de bureau, qui se donne des objectifs, réduire l'empreinte de 25% entre 2010 et 2020. Donc effectivement, la consommation énergétique, les composés organiques volatiles, donc l'impact, la production de déchets, la consommation d'eau, et ils vous publient, donc ça a été les publications en 2016, ils ont publié où est-ce qu'ils en étaient par rapport à leurs objectifs, et donc effectivement on voit que les entreprises se mettent et des entreprises comme Steelcase essaye de faire des produits qui soient complètement démontables, dans lesquels on pourra récupérer les différents morceaux. Alors j'aime bien présenter celle-ci aussi, c'est pas tellement des métaux, mais c'est intéressant, parce que le monsieur qui est là, qui était le patron il y a une bonne vingtaine d'années d'Interface, ils font des moquettes de bureau, premier producteur américain, premier producteur mondial de moquettes de bureau. Et il y a 20 et quelques années, pas tout à fait 25 ans, il a dit, dans 25 ans, on n'utilisera plus d'énergie autre que des renouvelables, et on ne produira plus de déchets, et on aura des matériaux qui seront complètement recyclés. Alors c'est une vision,
Et c'est ça, et pour ça qui nous manque un petit peu dans le monde d'aujourd'hui. C'est une vision de dire voilà ce qu'on va faire dans 25 ans. On va me dire, il y a 25 ans, je pense que son board, c'était lui le PDG, son board a dit, ou c'est son équipe de direction, a dit où est-ce qu'il est parti, là, il a fumé un petit peu trop hier soir, ça va pas du tout. Bon. Ceci étant, quand on regarde bien, donner un cap comme ça a donné ceci. Ça, c'est la quantité de déchets qu'ils ont mis en décharge. Donc vous voyez que depuis un certain nombre d'années, ça diminue de manière assez drastique. Ça, c'est la quantité de produits recyclés. Donc ils ont mis quelques années avant de trouver la solution, puis ils ont commencé à mettre des produits recyclés dans leurs matériaux. Et c'est même des gens qui ont imaginé il y a quelques années, bon, ils ne sont pas encore arrivés, mais ça va arriver, de non plus vendre de la moquette, mais de la louer. Et ça m'amène à un sujet que je trouve extrêmement intéressant, qui est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, parce que ça permet de réduire sensiblement la quantité de ressources. Alors je sais que je suis à Toulouse, donc j'ai pris des exemples de Toulouse, hein, vous connaissez Vélo Toulouse, j'imagine, hein, tous. Cities Toulouse, peut-être certains connaissent moins bien, donc c'est l'autopartage toulousain. Je vais commencer par Michelin Fleet Solutions. C'est un exemple intéressant d'un fabricant de pneumatiques qui n'était pas très bien sur son marché, en l'occurrence des marchés poids lourds. Il était plutôt en retard sur ses concurrents sur le marché poids lourd. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de regard, il est complètement sorti du cadre et il a dit ben non, je ne vais plus vous louer, je vais plus vendre mes pneumatiques, je vais vous les louer. Et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de camions qui circulent avec des pneus qui ne sont plus achetés et qui sont loués. Alors quand on regarde ce cas-là, on s'aperçoit, et c'est bien documenté, que en faisant ça, ils ont multiplié par 2,5 la durée de vie des pneumatiques. Ah oui, parce qu'ils ont appris, Michelin avait objectivement intérêt à ce que les pneumatiques durent le plus longtemps possible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé les gens à la conduite douce. Ils ont formé à regonfler les pneus quand il faut, à les rechapper quand il faut, avant que la bande de roulement se retrouve sur le bord de l'autoroute, comme vous en avez tous vu sur le bord de l'autoroute, des bandes de roulement qui prennent. Et donc, moyennant quoi, ils ont fait durer les pneumatiques 2,5 fois plus. Ça fait 2 fois moins de caoutchouc consommé. Et ça fait 2 fois moins de pneumatiques à produire. Alors c'est un changement complètement de paradigme, parce que ça veut dire que les usines de production ne produisent plus. Ils vendent du service. Ils vendent du service au lieu de vendre des produits. Donc Cities Toulouse, ça va, c'est un mouvement citoyen, parce que les groupes, les cities en général, c'est des mouvements citoyens de gens qui se prêtaient des voitures et puis finalement organisaient de l'autopartage. Ce qui m'intéresse, ce qui m'amuse de voir, c'est ce qui vient d'apparaître depuis 2-3 ans, moi j'utilise depuis 1 an, c'est Renault Mobility. C'est-à-dire que Renault, au lieu de dire je vous vends des voitures, vous loue des voitures, vous met à disposition des voitures avec une application très simple, vous la louez pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, selon vos besoins. Ça permet aux gens de ne plus avoir besoin d'avoir une voiture puisqu'ils ont pas très loin à disposition une voiture, ce que fait Cities ou ce que faisait le vélo pour le vélo. Ça veut dire que des gens comme Renault vont arriver à des situations, alors c'est pas encore complètement fait, mais on va arriver à des situations où Renault ne vendra probablement plus ou vendra qu'une partie de ses voitures et en mettra à disposition une autre partie en faisant du service autour de ça. Et puis je termine avec les points faire durer le plus longtemps possible, le réemploi, la réparation et la réutilisation. Juste vous illustrer un cas qui est très intéressant, c'est le groupe Cell, qui a complètement révolutionné sa manière de faire, puisque depuis quelques années, ils l'ont affiché fortement en 2016. 97% des produits commercialisables sont réparables et ils garantissent des produits réparables sous 10 ans. Et donc ils sont en train de proposer des forfaits. Alors j'ai pas encore testé le système, mais ils proposent des forfaits et ils ont surtout créé un énorme magasin pour des pièces détachées et imaginez de vous fournir les pièces détachées, non pas sous forme de pièces détachées, mais sous forme de fichiers électroniques permettant de faire marcher une imprimante 3D. Et maintenant les réparateurs auront une imprimante 3D pour recréer la pièce quand c'est des pièces plastiques.
Un autre exemple, ça par contre j'ai pratiqué, c'est Patagonia, qui depuis des années a dit je veux réduire la quantité de produits que vous consommez, je veux les réparer, je veux les réutiliser. Je vis avec un vêtement Patagonia que j'ai déjà fait réparer, que j'ai déjà fait remplacer. C'est des choses, et qui le recyclent en fin de vie. Donc c'est des gens qui sont dans la consommation, moins de consommation de matière. Le Patagonia, c'est des vêtements de sport, mais qui peuvent servir aussi pour la vie. Et je crois que c'est le dernier exemple, puisqu'on est sur les métaux, le Fairphone. Le Fairphone, c'est le téléphone concurrent de l'iPhone et du Samsung. C'est un téléphone qui est fait avec des matériaux responsables. Vous allez voir sur le site, ils parlent de la République démocratique du Congo et de ce qu'ils essaient de faire là-dessus. Ils essayent, et surtout, c'est un téléphone qui est réutilisable, recyclable et réparable. Contrairement à d'autres téléphones, même si on y arrive, de réparer un iPhone, c'est pas si simple que ça quand on n'est pas à l'aise. Dernier petit exemple, ça c'est l'upcycling, c'est réutiliser des produits pour en faire d'autres produits, et c'est les bâches de camions qui sont réutilisées comme des sacs à main, et il y a une petite entreprise de plus de 100 personnes qui travaillent en Suisse et qui vend des produits de ce genre. Voilà, pour terminer, et avant de discuter avec tout le monde, ma conclusion, c'est de dire qu'effectivement, il faut changer de regard, et il faut surtout s'adapter à un monde. Regarder derrière soi pour voir un peu ce qui se passe et les tendances, c'est vrai, mais aussi imaginer qu'il est en train de se passer pas mal de mouvements, et qu'il va falloir s'adapter très fortement, et que cette adaptation passera probablement par une remise en cause de notre vision de ça va croître, ça va croître, ça va croître, on va toujours plus, parce que la croissance infinie dans un monde fini, il n'y a que les économistes ou les fous qui sont capables de penser à des choses comme ça. Voilà, merci pour votre attention.